photo. Qui me disait que en fait, la bonne photo, c'était vraiment une histoire de l'instant. De cette espèce de petite émotion qui est là un instant et qui enfuit juste après, et ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Et du coup, pour ne pas rater cette émotion, ils se mettaient en mode rafale. Donc leur but, en fait, c'était... cette émotion, ils ne voulaient pas lui laisser la moindre chance de s'échapper. Bon, et moi, je remettais pas trop ça en question à l'époque. Je me disais, si on fait comme ça, potentiellement, il va bien y en avoir une de réussie, même si c'est par accident. Voilà, on pourrait parler de confiance en soi. J'ai pas prévu de le faire, mais on peut le faire. On fait ce qu'on veut. Et puis, comme je prenais en expérience, il m'a semblé que ça, c'était une approche qui était vraiment super industrielle de la photo. C'était statistique. C'est-à-dire, si j'augmente le nombre de déclenchements sur le laps de temps, j'ai statistiquement un plus grand pourcentage de chances d'obtenir le bon instant, quoi que ça veuille dire. Et vous voyez, je connais pas mon texte par cœur, donc c'est un problème. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai fini par me dire que travailler selon cette logique statistique, c'était pour le photographe renoncer à toute prise de décision par rapport à la prise de vue, puisque au final, c'était presque comme s'ils étaient en train de filmer et ensuite ils faisaient une capture d'écran, mais ils n'étaient pas en train de prendre une photo pour moi. Et pour le modèle, d'accepter une place, d'être un objet qui est photographié et pas du tout un acteur de la photo. En fait, on se disait avec un ami il n'y a pas très longtemps, on se disait que finalement on ne voit pas en fait l'instant auquel on déclenche, puisqu'il y a le miroir qui savait ça. Et on se disait que c'était un peu comme renoncer à l'instant pour pouvoir l'offrir au monde. Sauf que dans ce cas-là, c'était renoncer à toute la rencontre et à toute l'interaction, et au final ne rien avoir de personnel à offrir, puisque tu contrôles rien en fait quand tu fais ça. Et ça m'amène au sujet de l'interaction entre un modèle et son photographe. Je suis en train de... Ouais, alors je voulais juste dire que mon truc c'est poser et écrire et c'est pas trop parler en public, donc désolée hein. Et oui, et c'est pour ça que je ne devrais pas faire ça, puisque j'ai raté 2 slides déjà. Oui, donc voilà, j'en étais là. Et ils étaient seuls derrière leur appareil, et moi j'étais seule devant, et entre nous il y avait cette espèce de barrière infranchissable avec les clac 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 du miroir, et en fait on se parlait pas du tout. Et puis me suis-je dit, c'est pas très intéressant en fait de faire une bonne photo par accident. Et puis c'était quoi une bonne photo? C'est quoi une bonne pose? Alors, je vous ai mis ces trucs-là pour parler d'accidents, parce que justement, ces 2 photos sont des accidents. C'est pas des accidents qui ont été programmés, c'est pas des accidents qu'on s'est mis en condition de saisir. C'est vraiment quelque chose qui est sorti d'une interaction qu'on n'avait pas anticipée, mais qui est sorti. Alors, quand on parle de bonne pose, pour moi, une bonne pose, et c'est ma vision des choses, hein. Pour moi, c'est vraiment cet endroit où la vulnérabilité vient rejoindre une certaine forme de maîtrise. Alors, pourquoi la vulnérabilité? Parce qu'une photo, ça peut pas se limiter... En fait, une bonne pose, ça peut pas se limiter à juste placer son corps d'une certaine façon pour y mettre, pour obtenir un certain résultat visuel. Ça peut pas se limiter à ça. Ça peut pas se limiter à la façon dont vous allez contracter tel muscle ou légèrement bouger votre épaule. Ça peut pas être juste ça. Il faut aller chercher
du matériel émotionnel à l'intérieur pour que la photo puisse dire quelque chose et pour qu'elle soit signifiante et pour qu'elle soit forte. Et pourquoi de la maîtrise? Parce qu'en fait, ça suffit pas d'être capable d'ouvrir la boîte. Il faut encore savoir ce qu'on va y chercher à l'intérieur de cette boîte. Et comme je disais, il peut y avoir des choses imprévues qui vont en sortir. Et c'est super et ce sera peut-être encore mieux. Mais en tant que modèle, la première compétence, c'est quand même de savoir aller convoquer l'émotion qui est voulue et dont on a besoin pour la photo. Et le truc, c'est que le mouvement, en fait, qui se fait entre modèle et photographe pour aller chercher, pour savoir ce dont on a besoin et pour aller le chercher, se fait en interaction avec le photographe. C'est-à-dire que je vais envoyer quelque chose qui sera reçu avec le regard du ou de la photographe et qui me sera renvoyé, chargé de son regard, d'instruction, de ce qu'il ou elle souhaite. Et voilà, je vais donner quelque chose, il va me le renvoyer, je vais lui renvoyer et ça va durer comme ça un moment. Ça fait « me voilà ». Je te vois. Je te vois me voir et je l'accepte. Il y a vraiment cette sensibilité à développer dans la relation entre photographe et modèle où celui ou celle qui déclenche le fait en sentant et non pas en voyant le bon moment. C'est vraiment quelque chose de très organique et pas du tout statistique. Et le modèle aussi, le ou la modèle a aussi la responsabilité de sentir le regard qui lui est porté et de sentir ce qui est cherché et ce qu'il y a dans cette espèce de flux qui va de l'un à l'autre. C'est vraiment une espèce de communication non verbale qui s'instaure et qui, quand elle est établie de façon optimale, requiert une forme d'intimité, mais vraiment permet de sortir des choses qui vont sortir de la simple représentation graphique et devenir signifiantes. Je suis en train de complètement partir ailleurs que dans mon script, mais passons. Donc évidemment, on peut s'entraîner à voir quel est le rendu visuel quand on se place de telle ou telle façon, évidemment, et ça aide, et c'est de la technique, et la technique, qu'est-ce que c'est sinon une espèce de bouée à laquelle on peut s'accrocher et s'appuyer en fait pour pouvoir ensuite être plus libre. Mais ça reste que ça reste qu'un outil. Et pour moi l'essentiel, elle est vraiment dans cette interaction. Il est vraiment dans cette interaction, bref. Faut que Alors, du coup, là on est sur un stand argentique et je me suis dit que j'allais vous parler de ça parce que j'aime bien l'argentique, parce que même si ça nous force pas à créer cette interaction, évidemment, parce que si tu veux pas te connecter, tu te connecteras pas. Et on ne peut pas forcer ça. Malgré tout, le fait de shooter à l'argentique, il y a vraiment un côté où au moins la tentation de remplacer cette connexion, ce réseau organique entre les deux, par de la statistique, par je vais déclencher à qui mieux et on verra bien ce qui se passe à la fin, au moins ça c'est évacué. Et j'ai l'impression, je pense, qu'on a davantage tendance à essayer de voir ce qui se passe réellement, énergétiquement, et à vivre l'instant et la connexion. Ça veut pas dire... c'est pas parce que je dis que ça nous aide à sentir la scène et à prendre le temps de la voir, surtout qu'on ne peut pas prendre des photos à la volée à l'argentique, ce que j'ai appris à mes dépens. Voilà, donc c'était une de mes premières photos, une de mes premières séances photos en argentique. Je vais boire un petit peu de thé et puis après je vous raconte cette histoire. Voilà. Et je me disais, ouais, et tout, c'est tranquille, la pellicule ça coûte cher, jamais il va prendre une photo où je suis pas à mon avantage. Ouais, ça marche pas, hein, je vous le dis. Voilà, on va enlever cette photo maintenant.
En fait, il y a quelque chose de très curieux dans l'interaction entre un modèle et un photographe, et surtout dans le travail du modèle, parce que c'est une de ces professions où vous êtes obligé d'aller chercher des choses qui relèvent de votre intimité pour les mettre dans le cadre professionnel. C'est finalement un peu comme ce qu'on pourrait attendre d'un comédien ou d'une comédienne. Et l'autre chose un peu particulière en tant que modèle, c'est que je suis obligée d'être à 3 endroits en même temps. Celui où je donne, celui où je reçois, que ce soit un regard, que ce soit des instructions, que ce soit ce qui vient du photographe et la façon dont il a reçu ce que je lui ai donné auparavant. Et il y a aussi ce 3e endroit où je dois être en conscience de tout ce qui se passe et où je dois presque être en surplomb de la scène et où je vois en fait la partie qui reçoit et la partie qui donne. Donc il y a vraiment cette espèce de nécessité d'être complètement dans mon corps pendant la séance photo et de l'investir beaucoup plus qu'on ne le fait dans la vie de tous les jours, jusqu'au bout de chaque membre en fait. Ce que je ne suis pas du tout en train de faire là parce que je suis super stressée, mais passons. Je vois vraiment... ça va mieux. Je vois vraiment le modèle comme un catalyseur en fait. Il y a ce truc où on reçoit l'énergie qui vient du photographe, on compose avec ce qu'on a à l'intérieur de nous, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Il y a le décor ou son absence, il y a la tenue ou son absence, le hors-champ, le fait qu'on ne sait jamais vraiment où est le bord du cadre. Et on doit composer avec tout ça, avec tout ce qui nous est envoyé ou pas, et tous ces zones de vide aussi dont on peut sortir quelque chose. Et on prend tout ça et on l'entremêle avec notre matériau intérieur. Et on va tout renvoyer vers l'objectif en fait. Et on va tout renvoyer vers l'objectif. Et après ça, il y a cette espèce d'échange en fait qui se fait entre le photographe et le ou la photographe d'ailleurs et le ou la modèle, qui va durer le temps qui dure, mais qui finit toujours sur nous en fait. Parce que ce qui est fixé, c'est notre image et ce que cette interaction aura fait de notre image. Et aussi parce que c'est elle qui sera jugée en dernier lieu. Parce que c'est la première chose qu'on voit sur la photo. Et c'est la première chose qui parle et c'est la première chose qui est signifiante. Même si, évidemment, tout est signifiant dans une photo, que ce soit le cadrage, que ce soit le choix du décor, mais le choix de l'instant dont on parlait juste avant. C'est quand même le corps qu'on verra en premier. Et du coup, finalement, c'est nous qui sommes en première ligne. Et là, je suis en train de me dire que je pense que j'ai oublié une phrase tout à l'heure et ça m'ennuie. J'ai oublié de vous... j'en ai parlé, mais du fait de sentir l'instant plutôt que de le voir. Mais bref, voilà, c'est fait. Donc ça, c'était comment le fait de poser m'a aidé et de travailler sur l'image m'a permis de me rapprocher en fait de mon corps et de m'y ancrer davantage. Mais le fait en fait qu'il y ait cette intimité de circonstance entre photographe et modèle qui peut se transformer en vrai lien en fait. C'est pas parce que je dis que c'est une intimité de circonstance qu'elle peut pas, on a le droit de devenir amis, hein. C'est permis. C'est une chose qui peut arriver. Mais le fait qu'il y ait cette intimité de circonstance à laquelle on n'est pas forcément habitué peut amener certains photographes à avoir un sens des limites qui se brouille, voire qui disparaît. J'aimerais bien vous parler de cette photo-là. C'est un ami qui l'a faite, c'est pas moi dessus. Mais c'est en fait c'est toute une série qu'il a faite sur l'espèce de préjugé qu'il y a selon lequel le photographe, déjà vous voyez que c'est un photographe et une modèle, premier gros préjugé. Et c'est une série qu'il a faite sur le fait qu'il y ait cette espèce de stéréotype du photographe qui va agresser la modèle, ce qui arrive d'ailleurs, mais qui est vraiment une espèce d'image qu'on a intériorisée. Et surtout, l'image qu'on a intériorisée, c'est que le photographe regarde et le modèle est regardé. Et qu'il y a un membre qui est actif et l'autre qui est passif, ce qui est complètement faux, comme je pense l'avoir expliqué. Consciente de la difficulté d'appréhender une interaction aussi peu classique, j'ai écrit le bouquin qui est en train de circuler là, à la fois comme un guide pour des gens qui voudraient commencer à poser,
pour expliquer aux gens ce qu'était l'activité de modèle, pour expliquer aux gens ce que ça signifiait de poser, pour expliquer cette interaction-là, et aussi pour aider des modèles à potentiellement être plus à l'aise avec le fait de poser des limites. Alors apparemment c'est vraiment super compliqué parce que cette semaine, j'ai vu passer sur Amazon un livre sur comment séduire les femmes en séance photo. Je me rappelle plus le nom de l'auteur, j'ai pas hyper... Non, c'est pas toi. C'était en anglais. C'était How to Seduce Women Through Photography. Alors, j'ai regardé, il y a quand même un chapitre qui s'appelle A Success Story. Je veux dire, voilà, on est juste un peu fin 2017, on est en pleine libération de la parole avec les MeToo, les balances ton port et tout ce que vous voulez. On est bien, on est très très bien, c'est super, je suis très contente. Donc voilà, je voulais parler de ça. Alors moi, une fois en séance photo, j'ai eu un maquilleur. Et il était vraiment très mignon, il était charmant. Enfin, j'aurais sûrement flirté avec lui dans d'autres circonstances. Bon. Il se trouve que ce maquilleur, contractuellement, était destiné à me maquiller avec ses pinceaux et ses mains. Et en plus, c'était gore compris parce qu'il y avait un peu de body painting. Enfin, bon. Du coup, j'ai rien dit. Parce que... ça aurait juste été malaisant en fait qu'il se retrouve à devoir me toucher alors que je lui ai dit « Hey, tu me plais !» Donc je ne lui ai rien dit. Et j'aimerais bien qu'on s'habitue à dire un peu plus fort que respecter l'autre, c'est aussi ne pas lui créer d'inconfort. Je suis censée changer le slide là, oui. Complètement. J'ai connu... Enfin, je veux dire, en fait, poser et aller chercher des morceaux d'intime, c'est déjà inconfortable en soi. On est déjà sur une zone qui est inconfortable. On n'a pas besoin qu'on nous en rajoute. J'ai connu des photographes qui faisaient exprès de créer de l'inconfort chez leurs modèles et qui disaient que c'était une façon pour eux d'obtenir un résultat plus vrai et plus authentique. Mais à quel moment? Pourquoi? Pardon. Enfin, voilà, non. Faire ça, c'est briser la relation de confiance en fait. C'est se mettre dans un rapport de domination. C'est le contraire de travailler avec quelqu'un. Alors je vous mets des photos qui représentent Daphné parce que je trouve que cette légende c'est quand même l'incarnation de la culture du viol. C'est quand même la meuf qui a dit non à Apollon et du coup elle a dû se transformer en arbre pour éviter de se faire violer. Bon. Voilà. Donc, bien sûr que la communication non verbale ne va pas s'instaurer dès la première séance et bien sûr que on a des façons de se lâcher et de réussir à aller chercher des choses intimes différentes selon l'interaction qu'on a avec quelqu'un. Mais en fait, tout le propos, c'est que vous ne pouvez pas la forcer cette interaction et que personne ne peut la forcer. Et que si vous essayez de la forcer, la seule chose qui va se passer, c'est qu'elle va s'en aller. Et en plus, potentiellement, vous aurez été irrespectueux. Donc franchement, ça vaut pas le coup. Enfin, voilà. Donc évidemment, vous pouvez accompagner tout ça de mots, vous pouvez essayer d'utiliser un peu des façons d'amener la modèle là où vous avez, là où le modèle d'ailleurs, hein, je suis une fille donc voilà, mais là où vous voulez, mais il y a deux choses que vous ne pouvez et ne devez jamais faire en tant que photographe, même si vous êtes une femme ou enfin en tant qu'homme ou femme. La première, c'est toucher le modèle sans son consentement explicite. Et la deuxième, c'est faire des commentaires sur le physique du modèle. Même si vous croyez que c'est gentil, même si vous trouvez que c'est pas grand chose, même si c'est pour dire que le modèle est beau, même si c'est pour dire ça ou ça, même si vous pensez que c'est un compliment, vous faites jamais ça. Pardon, je suis un petit peu énervée. Vous faites jamais ça. En fait, le truc, c'est que le simple fait que le modèle ou la modèle soit là veut dire que vous avez validé son corps comme convenant et comme valide par rapport à ce que vous voulez faire comme photo. Et en fait, ça suffit. Le modèle n'a pas besoin d'en savoir plus. Et c'est juste complètement inconfortable quand, le nombre de fois où j'étais en séance photo et où un photographe, ça n'arrive plus maintenant, mais et où un photographe m'a dit t'es vraiment super belle. Et moi j'étais là. Oui, merci, je crois.
j'imagine. Peut-on faire des photos? Et ce que j'essaye de faire là, d'une façon générale ici et avec ce bouquin et avec toutes les autres interventions que je fais, c'est que j'aimerais bien qu'on accepte de considérer les modèles comme des êtres humains qui sont venus faire un travail. Même si c'est des modèles amateurs, en fait, peu importe, mais ça reste un travail. Et j'aimerais qu'on puisse les considérer avec autant de respect qu'on le fait d'un comédien qui est venu sur un plateau, et qu'on arrête de considérer qu'un ou une modèle, c'est quelqu'un qui est simplement venu, je suis en train de me déshabiller, ça n'a aucun sens, qui est simplement venu se faire prendre en photo, parce que c'est pas ça qui se passe. Et une fois qu'on aura accepté de se considérer comme étant sur des pieds d'égalité, alors ce sera beaucoup plus facile d'avoir de ces interactions qui nous permettent d'avoir de créer des images qui sont fortes et qui parlent et qui sont signifiantes. Voilà, alors je sais pas à quelle heure il est. Je ne sais pas à quelle heure il est. Mais c'est génial, c'est l'heure des questions. Génial ou pas? Du coup, est-ce que vous avez des questions? Sinon, j'improvise encore une demi-heure. Moi j'ai un micro, parce que c'est cool. Vas-y. Pas de questions. Ah, t'as pas de questions. Il y a un micro, mais pas de questions. Sinon, je vous parle de confiance en soi, hein, je m'en fous. Hein, Ok, bon, j'ai pas de... Alors, sans transition. Oui. Je vais parler un petit peu de ton livre, qu'est-ce que tu fais? Ah oui. J'ai la bonne avis, c'est cool. Ok, d'accord, je raconte ma vie alors. Hein. Tenez, ça c'est mon livre. Ça c'est une photo de moi avec mon... Bref, pardon. Donc comme je disais, je suis modèle, je passe depuis 9 ans. J'ai commencé à faire des photos on est en 2017, il y a 4 ans. J'ai un projet en ce moment où je prends des cicatrices en photo et où je fais parler des gens... tu m'as dit de parler de mes projets, je parle de mes projets. Et où je fais parler les gens de leur histoire, et en ce moment je suis en train d'essayer de faire traduire mon bouquin, vous avez un lien Kickstarter là, qui est... donc j'essaye de le faire traduire en anglais en ce moment, donc si jamais vous voulez précommander le livre en français en soutenant la traduction, c'est possible. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a quelqu'un qui a une question, c'est super, merci. Oui, une question, disons, peut-être difficile à répondre, mais à partir de quel moment, parce que c'est un travail, une question, un modèle, une séance de pause doit durer au maximum, parce qu'il y a un temps limite, pour que le modèle, parce qu'il y a une lassitude qui se produit, une fatigue, c'est très compréhensible. Voilà, c'est la question, quoi. Disons, à partir de quel moment, disons, il faut arrêter, c'est travailler. Alors, en fait, c'est une question qui est super personnelle, parce que ça dépend vraiment de chacun. C'est horrible comme réponse, hein, j'en ai bien conscience. Moi, je sais qu'à titre personnel, quand ça dure plus de 2 heures, je commence à être... 2 heures, c'est un peu ma limite. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui ont plus de mal à se lâcher et à plonger dans de l'intériorité, et qui, du coup, se servent de la fatigue pour pouvoir réussir à se lâcher. Donc, c'est une autre chose. Il y a des gens qui ont un espèce de pic en début de séance, et qui, après, ça sert à rien tout début une demi-heure parce qu'elles en ont marre. C'est vraiment... moi, je dirais 2 heures, max. Mais après, ça dépend. Vous voyez, si vous avez 3 heures de body painting et plein de mise en place et plein de machins... Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a 5 sets qu'on met en place à chaque fois, c'est pas la même chose que si on fait juste une séance photo toute simple. Ça dépend vraiment, mais moi je dirais que 2 heures de pause, c'est largement... voilà, le nombre de fois où des gens me disent il faut au moins 3 heures pour faire des bonnes photos, je suis un peu en mode mais qu'est-ce que vous faites pendant 3 heures en fait? Pardon. On a dit qu'on ne faisait pas de... Bref. Est-ce que ça répond à votre question? Nickel. Justement, qu'est-ce qu'on fait pendant 2 heures? Ah oui, qu'est-ce qu'on fait pendant 2 heures? Franchement, 2 heures, je trouve ça long en vrai. On explore. C'est toujours pareil, c'est une question super générale, alors qu'il y a autant de séances photo que d'interactions entre modèle et photographe. Et il y a même plusieurs interactions par modèle et photographe, parce que l'interaction n'est pas la même
la première et la dernière fois. Je vais revenir à Tata. Non, vous vouliez, hein, mais non. Je vais revenir à lui, là, Dédalus. C'est un photographe avec qui on a mis 2 séances photo à se trouver. La première, on a fait des trucs, bon, c'était rigolo, quoi, on est un peu aux arbres, voilà, c'était marrant. On avait passé un bon moment. La deuxième, on avait fait des trucs, voilà, aussi. Et en fait, on n'a pas fait des photos, on n'a pas refait de photos pendant 2 ans. Et on s'est revus. Et on a fait que des trucs qu'on a adoré tous les deux. Et c'était, il y avait eu ce temps de décantation. Décantement. Tu fais de la chimie, tu sais mieux. Non. Ok, les choses s'étaient décantées, donc. Le décantage. On s'en fout. Les choses s'étaient décantées et on est arrivé dans cette espèce de truc où c'était devenu naturel. Et c'est un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant 2 heures? On fait ce qu'on peut, en fait. On peut avoir un moodboard ou pas, on peut avoir des plans, on peut avoir des images super précises de ce qu'on veut en tête ou pas, on peut se dire bon bah tiens fais ce que tu veux et puis moi j'essaye de te suivre ou l'inverse d'ailleurs. Ça dépend, enfin c'est horrible parce que vous me posez des questions et je vais vous répondre ça dépend à chaque fois. Je cherche une question avec ça dépend. Ouais. Ça dépasse? Est-ce que c'est pas... Je suis désolé, je suis malade. Moi aussi. Oui, mais... Alors. Est-ce que c'est plus simple de se faire photographier par un ami ou quelqu'un qu'on connaît déjà ou par quelqu'un qui est nouveau dans les connaissances? Non. Alors, ça dépend. Ça dépend, mais en fait ça dépend. Est-ce que c'est plus simple de raconter des trucs super intimes à ton psy avec qui t'as pas de relation particulière d'amitié, ou est-ce que c'est plus simple d'aller voir ton meilleur ami justement? Et ben tu vas me répondre que ça dépend des gens. Bah t'auras ta réponse pour toi, mais ça dépend des gens en fait. Et autant il peut y avoir un espèce de allez on s'en fout parce qu'on connaît pas la personne et du coup c'est quelqu'un qui fait pas partie de notre vie et donc on a vachement moins peur qu'elle nous juge. Et autant, on peut avoir besoin de cette proximité qui est déjà préexistante pour réussir à se lâcher. Et c'est vraiment super personnel à chacun. Donc en fait, je ne sers à rien. Est-ce que ça répond quand même un petit peu ou pas du tout? Il y a quelqu'un qui a une question? Ça y est, tu m'entends? Moi c'était pour savoir si des fois c'est compliqué, enfin je sais pas, émotionnellement parlant, ou il y a des journées où on est bien, on n'est pas bien, n'importe qui, est-ce que c'est difficile des fois d'être modèle, tout simplement? Carrément. Et même j'ai une histoire avec ça. Nickel. Je suis contente que quelqu'un me donne l'occasion de raconter cette histoire. Alors ça c'est une séance photo qui est hyper personnelle pour le coup et que je voulais faire en autoportrait, ce qui aurait été assez stupide puisque on voit que j'ai des perfusions quand même. Donc ça aurait pas été super pratique. Mais globalement, c'est une image que j'ai eue en tête et j'ai fait toute la direction artistique. Et une semaine avant le truc, j'ai dit à l'ami qui me prêtait ses lumières, ouais, tu peux me prêter tes mains aussi, s'il te plaît. Et c'est une amie avec qui c'est très facile de travailler. Elle a fait pas mal des photos que vous avez vues et pour le coup, on n'a jamais fait un truc que j'ai pas adoré au-delà de Over 9000. Et en revanche, cette fois-là, c'était tiens, qu'est-ce qu'on fait en 2 heures? J'ai mis 1 heure à rentrer dedans. Parce que c'était super compliqué. Et en fait, il y a plein de moments quand t'es modèle où émotionnellement, tu vas devoir chercher des trucs auxquels t'as pas forcément envie de te confronter. Il y a Neil Gaiman qui a une phrase là pour ça. Alors c'est pour l'écriture, mais sincèrement, ça marche sur tous les arts. Il dit le moment où vous sentez que peut-être... Je suis en train de traduire en simultané, donc voilà. Vous sentez que peut-être vous êtes dehors, nu, en train de marcher nu dans la rue, à exposer trop de vous-même. C'est le moment où peut-être vous êtes en train de commencer à y être. Et j'aime bien cette phrase. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui avait une main en l'air, mais je sais pas. Je suis pas sûre. Là, il y a quelqu'un qui a une main en l'air. Tout à l'heure, tu as parlé des limites imposées.
pas étendu dessus. Et par rapport au temps qu'on peut mettre à se mettre dans son rôle, quand vraiment ça demande de la mise en scène, se mettre dans la séance en tant que modèle, est-ce qu'une fois qu'il y a eu un malaise, notamment avec un photographe, un malaise qui peut survenir par rapport à autre chose, est-ce qu'après, toi, tu arrives à te remettre dedans? Et comment, si tu arrives, comment tu y arrives? Et bien c'est là qu'on arrive à la technique. Parce que la technique, c'est super de s'appuyer dessus. En revanche, bon, après, je te cache pas que si jamais quelqu'un a mis mal à l'aise, vraiment, en général, je mets fin à la séance parce que pour me mettre vraiment mal à l'aise, il faut avoir été incorrect en fait. Voilà. Mais il peut y avoir un truc, voilà, une mécompréhension, ça arrive, personne n'est parfait. Et dans ces cas-là, j'ai tout un panel de trucs qui me sont propres. Par exemple, je sais que si je demande à ce qu'on mette telle ou telle musique, ça va m'aider, donc je vais demander ça. Je joue sur la respiration, je me concentre sur un souvenir ou un autre. Enfin, il y a plein de petits tricks comme ça qu'on peut... et du coup, je deviens consciente de plus ma respiration et du coup, en fait, je fais venir l'émotion du corps et non pas l'émotion vers le corps. J'inverse en fait la polarité du truc. C'est clair ou pas? J'ai l'impression d'être pas clair. Non, c'est bon, j'ai l'air clair. Est-ce que ça répond à ta question ou pas? Super. Yeah. Comme ça fait longtemps que tu es modèle, il y a des acteurs qui disent que lors des films, quand ils se préparent, ça les oblige après à se remettre en question par rapport au monde qui nous entoure. Est-ce que toi, en tant que modèle, ça t'a un peu amené, vu tout le package émotionnel, etc., qu'on ne soupçonne pas toujours en fait quand on n'est pas dans la photo ou ailleurs, est-ce que ça t'a fait évoluer? Est-ce que toi, tu as changé en tant que personne en ne vend pas juste en dehors de vraiment ce côté modèle, tout ce que tu as dû faire, est-ce que ça a eu un impact sur ta personnalité, ta vie, ton affirmation, ce genre de choses de développement personnel, quoi? Merci d'avoir posé cette question. Pardon. En fait, quand j'ai commencé à poser, j'étais cette fille qui n'avait pas du tout confiance en elle. J'ai toujours pas trop confiance en moi, vous avez vu, je fais vachement mieux illusion qu'avant. Bon, pas trop, bon, bref. Bref, j'avais zéro confiance en moi, j'avais l'impression que j'étais moche et que c'était génétique et que j'avais pas de place en fait dans cette société, ce qui est un peu ce qu'elle a essayé de me faire croire, mais c'est un autre sujet. Et en fait, j'ai voulu commencer à faire des photos pour prendre confiance en moi. Et en fait, à mesure que je prenais des photos, je me suis rendu compte que c'était pas le fait de voir des belles photos de moi qui me faisait prendre confiance en moi, c'était le fait de faire ce truc qu'on ne m'avait pas destiné à faire. On me prenait en photo. Et en fait, le fait de faire la démarche d'aller poser alors que personne m'avait demandé de le faire, alors que personne m'avait remarqué dans la rue, alors que je faisais pas 1m80 et que j'étais pas le type agence, en fait, c'est le fait de faire ce truc alors que j'étais pas supposée le faire qui m'a fait gagner en confiance en moi. Et après, il y a aussi toutes les problématiques de la catharsis. Quand tu te mets quand tu poses depuis, ou même au départ, enfin ça dépend, mais tu finis à un moment ou à un autre par toucher à la DA, à la direction artistique. Et du coup, tu vas raconter des trucs qui sont encore plus personnels puisque c'est toi qui décides ce qu'il y a sur la photo. Et ça peut agir comme de la catharsis. Enfin, ça. Qu'est-ce que c'est si c'est pas de la catharsis, ça? Et le fait... Pardon. Pour certains, c'est un jeu technique, ils savent très bien juste faire... juste se mettre en scène, d'expérience, on va dire. Et pour d'autres, ça peut avoir un impact beaucoup plus profond et ça peut les changer plus durablement. Je dis pas que toutes les séances photo, je dis pas que chaque séance photo a été une expérience d'éveil spirituel incroyable, mais oui, ça arrive, carrément. Et c'est deux démarches en fait, et on n'est pas obligé d'avoir la même démarche à chaque séance photo. Mais il est aussi intéressant de noter que ça arrive parce qu'on choisit que ça arrive aussi. Et que c'est complètement ok si on choisit pas que ça arrive, c'est vraiment personnel à chacun. Ça dépend. Ça dépend. J'ai fait des études de philo et je dis ça dépend à chaque question. Franchement, c'est vraiment... c'est le degré zéro de... Bref. Est-ce que ça répond à ta question? Tu es satisfait? Ça va, c'est pas du tout ce que si c'est ce que ça... Nickel. Moi, ça reste. Non, mais moi, j'ai envie que vous soyez heureux. Hein. Ok. Que tu m'as à la libre, oui. Ouais, alors à partir de demain, en fait.
parce qu'il n'a pas répondu à mon mail. Mais à partir de demain, mon livre sera en vente à la librairie du Salon de la Photo et je serai d'ailleurs en dédicace à 11h, si vous voulez tout savoir. Et sinon, vous pouvez prendre un flyer sur le stand de Dantacube et vous trouverez le site de mon livre et vous pourrez l'acheter si vous avez envie. Et sinon, mais non, mais j'ai changé le slide. Mais sinon, mais je l'ai déjà dit, on s'en fout, voilà, il y a un Kickstarter, aidez-moi. Je sais pas, qu'est-ce que. Tiens, sinon, est-ce qu'il y en a ici qui posent? Yay! Ben oui, mais tu sais déjà ce que je vais dire. J'allais parler du Tumblr Raconte-moi une image. Et du coup, tu sais déjà ce que. Mais du coup, on a ouvert un Tumblr avec une amie qui est aussi une amie de sa jeune fille. Où on demande, on propose à des gens qui ont déjà posé, même une seule fois, de poster une photo et en fait de raconter un peu l'histoire qui va avec. Et du coup, comme personne ne pose de questions, je voulais parler de ça. Alors c'est raconte-moi une image.tumblr.com. Raconte-moi. Raconte-moi. Comme raconte-moi, mais avec un O. Et voilà. Ça m'intéresse aussi. Bah, je te l'enverrai. Cool.